je vous propose de lancer ce sujet de lettres recommandées électroniques qui aujourd'hui, en effet, vous présentera à la fois l'organisation TECI mise en place pour vous accompagner sur ce sujet et notre légitimité à aborder ce sujet. Et nous verrons fonctionnellement la solution, son déroulé. Et bien sûr, je peux réserver un petit temps d'un quart d'heure, 20 minutes à la fin de ce websem pour répondre à toutes vos questions, spécificités, métiers, organisationnels, que vous souhaiteriez évoquer avec nous sur ce sujet. Je vous partage mon écran. Évidemment, il vous sera transmis cette présentation à la suite de ce websem, de manière à ce que vous puissiez revenir sur certains éléments correspondant à votre activité si vous en avez besoin. Je vous propose d'initier tout de suite le sujet de la lettre recommandée électronique par une définition, parce qu'avant tout, et pour parler clairement de ce sujet, on a voulu vous rappeler ce que c'était que la lettre recommandée. C'est la lettre transmise de manière totalement dématérialisée entre un expéditeur d'un courrier et un destinataire en passant par un opérateur. Pour faire le parallèle avec le monde postal, la lettre recommandée électronique, c'est vraiment le fait de pouvoir confier un courrier en confiance et avec des éléments de garantie de valeur à un opérateur qui va en assurer la distribution et la remise à un destinataire et qui va se porter garant en fait d'un ensemble d'éléments garantissant le respect de conditions légales décrites par la jurisprudence et par les textes réglementaires sur la délivrance de ce courrier, de manière à ce que vous puissiez présenter des éléments de preuve s'il était nécessaire par la suite en cas de contestation, de refus, de contentieux avec cette personne. La lettre recommandée électronique, comme la lettre recommandée postale, c'est finalement un outil, un moyen de communiquer qui est transverse, qui est multi-activité. Et on peut bien sûr décliner ces usages dans un ensemble de secteurs d'activité que peuvent être l'assurance. Et nous avons listé ici, par exemple, les cas des résiliations de contrats. On peut évidemment également décliner le sujet de la lettre recommandée électronique dans le marché de l'immobilier, avec la transmission de convocations assemblée générale électronique, la mise en demeure pour des personnes n'ayant pas payé leurs charges, leur loyer, etc. Et puis vous voyez qu'on a en effet essayé de vous présenter dans les différents secteurs d'activité des cas d'usage où aujourd'hui le recommandé postal est l'habitude quotidienne d'utilisation et sur lequel évidemment la lettre recommandée électronique peut parfaitement venir se substituer comme moyen de communication et de diffusion de l'information auprès du destinataire et qui va apporter bien sûr la même valeur juridique à ces échanges. Encore une fois, assurance, immobilier, banque, marché public, propriété intellectuelle, dans les services ressources humaines, et on peut en avoir dans toutes nos entreprises, dans toutes nos organisations, à un moment, il peut y avoir une problématique gestion RH. Dans les professions juridiques, là aussi, bien plus que du transverse, ce sont des activités qui peuvent tous à un moment nous impacter et où on peut avoir besoin d'utiliser des recommandés. Si je rentre dans le descriptif et pourquoi aujourd'hui cette solution elle est si pratique à décliner finalement auprès de tous ces secteurs d'activité et dans tous ces usages, c'est parce que finalement c'est un sujet qui commence à être un peu ancien maintenant, qui est même inscrit dans la loi depuis 2006, puisque un premier article dans le Code civil en 2006 prévoyait qu'aujourd'hui des expéditeurs puissent utiliser un moyen totalement dématérialisé de preuve pour adresser un courrier recommandé de contentieux à des destinataires. Alors on est malgré tout en droit français, donc même si ça date de 2006, il a fallu attendre des décrets d'application qui précisaient les modalités de redatage, de signature, d'identification de l'expéditeur et de destinataire. Ils ne sont arrivés finalement qu'en 2011, et c'est dès cette période en fait finalement que TECI a commencé à investir sur ce sujet-là, à rechercher les moyens d'accompagner nos clients, parce que nous traitions déjà historiquement pour nos clients ces sujets de production, d'impression et de remise en poste, et que nos clients évidemment étaient particulièrement attentifs à la possibilité d'optimiser ces moyens, optimisation sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, et vous allez voir qu'ils peuvent être assez considérables aussi bien en termes économiques qu'en termes fonctionnels ou sécuritaires. En 2014, un règlement européen, le règlement EIDAS, est venu finalement consacrer, valider ce que la France et le Parlement européen, le Parlement français avaient consacré déjà, en généralisant l'usage des recommandés électroniques sur l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et principalement deux articles
sont importants dans ce règlement IDAS de 2014. L'article 43 et 44, sujet sur lequel je reviendrai également par la suite, parce que ça nous a permis en fait de construire l'offre qui vous est aujourd'hui présentée à travers 2 niveaux de services qui sont aujourd'hui reconnus juridiquement au niveau européen. Donc les lettres recommandées électroniques, avec ce texte, ce sont aujourd'hui des moyens de communiquer, bien au-delà des limites et des frontières de la France, même pour les échanges internationaux, en tous les cas avec une valeur juridique parfaitement reconnue par l'ensemble des tribunaux européens, mais également pour des envois et des usages à destination d'étrangers, États-Unis, Asie, Afrique, sans aucun problème également, puisqu'il y a une correspondance juridique sur ces usages. C'est également en 2014-2015 qu'il y a eu une transposition et une déclinaison de ce sujet de recommandé électronique dans des cas d'usage, pour revenir à la notion sectorielle tout à l'heure, à travers la loi Hamon, qui a voulu en effet simplifier les processus de résiliation des contrats que nous pouvons tous avoir, permettre en effet à un assuré de changer de compagnie d'assurance très rapidement. Et en effet, dès 2014, dans son texte de loi Hamon, le législateur a souhaité inscrire la possibilité d'utiliser la lettre recommandée électronique pour résilier et revalider en effet que c'était bien un moyen utilisable. Et puis vous avez également la loi Allure, très tôt, a fait le choix en fait d'inscrire cette possibilité dans le cas des convocations, notifications aux assemblées générales, procès-verbaux, également sur ces sujets. Pour, encore une fois, appuyer ces éléments-là, apporter de la sécurité, de la confiance à ces usages électroniques, en France, on a réécrit encore une fois un décret qui vient finalement compléter le décret de 2011 et qui consacre la nécessité d'être un opérateur qualifié pour apporter un gage de confiance aux prestataires qui assurent la distribution du recommandé électronique. Donc c'est en 2018 que l'article L100 du Code des postes et communications électroniques a été établi et qu'il en fait inscrit clairement que pour prétendre à un service d'envoi de lettres recommandées électroniques, en fait, il faut passer par un service de confiance qui a été qualifié par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et qui en fait délivre un label, une qualification de service aux principaux opérateurs. Tessie était parmi les premiers opérateurs, le deuxième, très honnêtement, opérateur qualifié en France pour la distribution de recommandés électroniques. Et à ce jour, je crois savoir, en tous les cas, à fin avril, nous étions 7 prestataires aujourd'hui qualifiés en France pour faire la distribution de recommandés électroniques. En 2020, de nouveaux textes sont apparus, simplifiant les démarches, apportant des moyens plus simples, plus rapides, en fonction des métiers, d'utiliser la lettre recommandée électronique. Et puis en 2022, un moyen également, un nouveau décret est apparu, un référentiel PVID, preuve de vérification de l'identité à distance, permet en effet de confirmer que nous pouvons faire des vérifications d'identité à distance en confiance, avec une valeur probatoire, lorsque nous le faisons à travers la webcam, ce qu'on appelle le face matching, si on respecte un ensemble de règles de capture d'informations, de preuve du vivant, de conservation des éléments de manière très courte pour des questions de sécurité et de confidentialité. Donc tout ça a été décrit dans un référentiel et évidemment l'offre de lettres recommandées électroniques que je vous décris, elle va appeler ce nouveau service proposé en 2022 pour adresser des recommandés fiables, sécurisés, vers des particuliers à travers simplement une vérification à travers la webcam. Remplacer tout simplement, si je l'extrapolais un peu, remplacer ce que fait le facteur lorsque vous allez au guichet et que vous présentez votre pièce d'identité, vérifie que vous êtes bien habilité à recevoir ce recommandé, et tout simplement, on va le faire avec un guichet à distance à travers cette technologie PVID. Et enfin, très récemment, le règlement EDAS V2, puisque poursuivre les évolutions technologiques réglementaires, là aussi, l'Europe a choisi de revalider, de redéfinir des usages, mais a bien confirmé que sur le sujet de la lettre recommandée électronique, la solution était parfaitement viable, pérenne et pertinente, et qu'elle restait un élément essentiel du dispositif, en apportant même des moyens supplémentaires à travers des wallets, des e-wallets d'identité qui pourraient demain être joués lorsqu'en effet ces solutions seront déclinées et disponibles dans chacun des pays. Donc vous voyez un ensemble d'éléments réglementaires qui ont validé, donné une tendance véritablement à la dématérialisation et à l'usage du recommandé électronique dans des cas de plus en plus fréquents, dans des situations les plus critiques et les plus sensibles pour nos clients émetteurs, mais tout en validant à chaque fois bien le fait aussi de simplifier, de décliner, de généraliser, de déployer cette solution pour tous les usages du quotidien. Sur la base de ces éléments,
de cette réglementation, de notre expertise, eh ben, Tessie a souhaité construire une offre à 3 niveaux de service que vous voyez sur cette pyramide. Donc, les 2 premiers niveaux de service correspondent à des sujets de recommandés électroniques. Donc, tout à fait en haut de la pyramide, ce qu'on appelle une LRE, au sens juridique du terme, c'est le service qualifié par l'ANSSI, correspondant à l'article 44 du règlement européen IDAS, et qui décrit des moyens de confiance absolue sur la solution et qui permet d'obtenir un service d'envoi avec présomption de recevabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez ce niveau de service pour un envoi d'un recommandé, vous pouvez aller devant le tribunal et dire, ben voilà, moi j'ai fait un recommandé, électronique ou postal, c'est la même chose, ça a la même valeur juridique, et le juge va en fait, en cas de contestation, en cas de conflit, de contentieux avec le destinataire, demander à l'autre partie, l'expéditeur, de se justifier ou de démontrer qu'il n'avait pas reçu, qu'il n'était pas le bon destinataire, de se recommander. Mais par défaut, la présomption de fiabilité de ces éléments vous seront accordés en tant qu'émetteur. Dans le deuxième niveau de service, article 43 du règlement IDAS, ce que nous avons désigné sous une solution de courrier recommandé électronique avec accusé de réception dans notre cas d'usage, la charge de la preuve reste sur l'émetteur. À l'inverse, par simplification, elle nous permet de faire le choix des éléments que l'on ajoute au dossier de preuve. Alors, du coup, vous n'obtenez pas la présomption de recevabilité puisque c'est un choix de liberté de constitution du dossier de preuve, ce qui veut dire que lorsque vous allez aller éventuellement jusqu'au bout de la démarche, en cas de contentieux avancé avec un destinataire, eh ben, il vous sera demandé de porter la preuve que ce recommandé avait été envoyé à la bonne adresse email et que le moyen de vérification d'identité, par exemple un code SMS OTP, a bien été joué et a été validé par le destinataire. Nous avons fait le choix d'intégrer ces technologies, mais c'est en effet un élément qui juridiquement veut dire qu'il faut constituer des dossiers de preuve. Et à l'inverse, ça permet de largement simplifier la démarche du destinataire puisque un simple code OTP SMS, pas besoin d'une webcam, pas besoin de jouer devant sa caméra, un scénario va être évidemment plus rapide et va lui permettre de recevoir son recommandé électronique. Et dans une très grande majorité des cas d'usage que l'on connaît en France, ce mécanisme est déjà très largement suffisant. Tous les recommandés ne déclenchent pas des contentieux, ne nécessitent pas systématiquement d'avoir une fiabilité irrévocable de cet envoi de recommandé électronique. Et enfin, on a fait le choix de présenter un dernier niveau de service en recommandé, tout comme il existe à la Poste, au-delà des courriers recommandés avec ou sans AR, il existe également des lettres suivies. Et Tessie a fait le choix de rajouter un service supplémentaire dans son envoi, dans sa solution, pour des envois de lettres suivies, mais sans valeur juridique. Ça peut être utilisé, par exemple, pour des envois de documents, de notifications, d'informations, mais qui ne pourront pas avoir la valeur d'un courrier recommandé, qui ne prétendent pas aller démontrer la vérité de l'identité du destinataire à travers aucune technologie. Par contre, inverse, évidemment, du coup, ça devient un lien cliquable pour le destinataire, donc une simplification du process pour des communications équivalentes à ce que vous faisiez traditionnellement en courrier simple, en lettres ou en lettres e-copie au sens postal du terme. Donc voilà un peu le résumé de l'offre que nous avons choisi de constituer. Puis encore une fois, pour le réinscrire, cette offre elle a été déclinée dans différents secteurs d'activité. Et aujourd'hui, nous avons des références de cas d'usage significatifs, principalement sur ces 3 secteurs d'activité ici aujourd'hui, dans le domaine de l'assurance, de la sécurité sociale, dans l'habitat, habitat social ou habitat administration de biens au sens large du terme, et enfin dans le secteur public, dans le cas des attributions de marché. Donc nos offres sont déclinées et aujourd'hui très régulièrement utilisées pour des envois. Je parlerai tout à l'heure de quelques statistiques. Nous produisons globalement plus de 2 millions de recommandés électroniques par an que nous traitons à travers notre plateforme, et donc déclinés dans différents secteurs principalement. Donc encore une fois, un acteur aujourd'hui, qui a été qualifié pour respecter les obligations et pouvoir apporter ce niveau de service de confiance à nos clients. Nous avons d'abord obtenu cet agrément de la part de l'ANSSI qui nous audite tous les 2 ans et vérifie le fait que nous mettons bien en place des moyens fiables et pérennes de garantir l'identité de l'expéditeur, l'identité du destinataire, l'intégrité des documents que nous échangeons, leur sécurité informatique, l'eurodatage des événements. Donc tout ça a d'abord été construit dans un socle technologique que je vous présenterai tout à l'heure, et aujourd'hui nous déclinons cette solution pour des envois de recommandés vers des professionnels ou des particuliers grâce principalement au PVIL ou à France Connect Plus, qui nous permettent en effet aujourd'hui de distribuer des recommandés avec un maximum de simplicité vers finalement tout type de destinataire.
Les avantages de l'offre, et vous l'aurez compris un petit peu à travers la présentation, c'est déjà cette expertise, ce savoir-faire de bout en bout, de courrier, de production, de traitement. Historiquement, de traitement de courriers recommandés postaux, avec des problématiques spécifiques à chaque domaine d'activité, mais que nous avons aussi réadapté, réintégré dans notre offre de lettres recommandées électroniques. Donc une capacité à traiter le bout en bout, de la capture du flux documentaire dans des organisations diverses et variées, parce qu'avant de vous produire et vous proposer de distribuer le recommandé, il faut déjà aller le chercher dans vos organisations. Et des fois, le document, il est tout simplement issu d'un Word que le collaborateur produisait, imprimait, remettait en poste lui-même manuellement, et c'est ce qu'on appelle du courrier grené. Donc notre offre de courrier recommandé électronique va ici être capable d'aller chercher ces documents Word à travers une imprimante virtuelle, par exemple, ou à travers un espace de dépôt, ou s'interfacer en API web service avec des applications métiers telles que l'outil de recouvrement, l'outil de facturation, l'outil RH, de manière à simplifier la capture de tous ces formats documents multi-activités, multi-origines que nous pouvions avoir, tout en leur permettant d'être tracés et de traités de manière harmonieuse dans une plateforme commune. Un point également important, c'est que dans le cas de l'envoi de recommandés vers des particuliers, la réglementation impose en fait de vérifier que le particulier a bien donné son accord, son consentement à recevoir des recommandés électroniques. Ce n'est pas simplement un mécanisme d'opt-out, il faut avoir un consentement formel, donc le destinataire ait bien connaissance et accepté par au moins une action de case à cocher le fait de recevoir des recommandés électroniques. L'idée, encore une fois, là, c'est de préserver, d'éviter la pollution numérique que en tant que citoyens, nous pouvons tous recevoir. Et un peu comme sur le principe des adresses email, nous ne sommes pas censés, en tant qu'émetteurs, en tant que donneurs d'ordre, conserver des données de destinataires qui ne souhaiteraient pas qu'on les adresse, que l'on communique des informations sur un canal de communication qui ne correspondrait pas à leurs usages. Et donc, là aussi, le législateur a reconsacré, revalidé ce processus-là également sur la lettre recommandée électronique et exige que dans le cas d'envoi de recommandés vers des particuliers, il y ait eu, alors de manière très préalable, dès l'enrôlement, dès la souscription à un service du client, l'accord à utiliser son adresse email pour lui adresser des recommandés électroniques. Et puis, ça peut être fait de manière préalable lors de la souscription du client final à votre service. Ça peut être fait bien plus tard dans le processus, à un moment simplement de sollicitation ou d'interaction sur l'émission d'une proposition, d'une nouvelle offre pour l'informer, ou même à l'envoi de la lettre, de l'informer préalablement. Attention, nous allons mettre en place un système d'envoi de recommandés électroniques dans quelques jours. Merci de valider que nous pourrons vous les adresser comme nous vous adressons les factures sur cette boîte mail. Tout ça devrait être validé et Tessie peut évidemment vous accompagner en fait sur cette démarche de recueil de consentement à travers des plateformes web, de recueil de consentement à travers des mécanismes d'emailing, de campagnes de communication pour obtenir ces accords préalables des particuliers. Sachez que nous présentons également une solution de réception parce que, vous l'avez compris, à travers cette expertise d'accompagnement, d'expérience client que nous avons joué aussi bien en tant qu'émetteur que destinataire, on a constaté que recevoir des recommandés électroniques, ça pouvait nécessiter d'être automatisé, industrialisé dans certaines organisations clients. Et des destinataires qui aujourd'hui, j'entends personnes morales, entreprises assurances, fournisseurs de services, grands comptes, grand public, recevaient quotidiennement des dizaines, voire des centaines de recommandés électroniques déjà de la part de certains particuliers ou professionnels. Et que pour cela, ils avaient besoin d'automatiser le processus, ne pas passer par des actions unitaires et manuelles. Un peu comme une salle courrier automatisée, Tessie capable d'accompagner nos clients avec cette expertise d'authentification, de vérification d'identité, de collecte de ces documents afin d'alimenter vos processus métiers de réception finalement de recommandés électroniques dans ce sens-là. Voilà, et puis un vrai accompagnement. Tessie n'est pas une start-up. Tessie, c'est un prestataire qui fait plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a une légitimité sur le marché, qui propose un accompagnement, une disponibilité de centres de services avec des engagements de réactivité, de traiter les demandes d'assistance en moins de 2 heures. Donc tout ça, évidemment, accompagne cette offre à travers notre expertise et notre capacité à gérer l'accompagnement, la communication auprès d'utilisateurs, qui des fois sont là aussi bien des personnes individuelles chez elles que des professionnels dans les usages et la réception de ces recommandés électroniques. Voilà. L'objectif de mettre en place ce type de solution, c'est d'aller chercher des gains d'optimisation financiers, principalement sur l'affranchissement. Aujourd'hui, produire et envoyer un courrier recommandé, c'est un coût qui avoisine les 7 euros. Il y a au moins 5,50 €, 6 € d'affranchissement.
bien sûr, il y a aussi un coût de préparation, production, impression, remise en poste. Lorsque vous faites un recommandé par vous-même, vous consommez de la production, de l'impression, de la mise sous pli, des enveloppes, des consommables, un peu de temps humain aussi, hein, bien sûr, dans le temps de vos collaborateurs. Hein. Tout cumulé, voilà, on avoisine les 7 € par courrier recommandé aujourd'hui émis en France. Les offres et l'offre de Tessie aujourd'hui, d'envoi d'un recommandé, c'est un coût moyen de 2,50 € avec le même niveau de service, c'est-à-dire depuis la capture du flux documentaire jusqu'à la remise au destinataire, on a quasiment une division par 3 du coût de production, de diffusion et de constitution de ces preuves qui pourront être jouées vis-à-vis du destinataire. Évidemment, un aspect financier assez conséquent, hein, divisé par 3, un coût de production sur des documents sensibles que l'on a du mal à retirer de son organisation, c'est évidemment très intéressant, mais il y a aussi un aspect d'efficacité dans le délai d'acheminement et puis même dans la qualité de l'information transmise, dans l'interactivité qu'on va pouvoir déclencher avec ce destinataire. Aujourd'hui, pour produire, envoyer un courrier, vous le fabriquez auprès de vos services. Il sera peut-être remis en poste d'ici ce soir, mais la poste va mettre un temps d'acheminement qui est de plus en plus long. Hein. Dans les dernières années, la Poste est passée d'un délai de distribution de 2 jours à aujourd'hui 3 jours en moyenne pour distribuer un recommandé postal. Et ça, je parle sans les problèmes logistiques, grèves et autres que l'on peut tous connaître. Donc le délai moyen d'acheminement d'un recommandé aujourd'hui, il est 3 jours pour la première présentation, puis ensuite un délai pendant lequel le destinataire doit aller faire une démarche, éventuellement d'aller chercher le recommandé à la Poste, d'accepter, de refuser ce recommandé. Qui exige de la disponibilité physique pour recevoir ce recommandé. Quand on va passer en lettre recommandée électronique, finalement, on va pouvoir faire l'envoi déjà dans la journée même et adresser au destinataire l'email lui permettant de relever son recommandé électronique dans la journée même, voire dans les minutes qui suivent la production de ce courrier. Et puis le destinataire, en fait, il va pouvoir, depuis son téléphone portable, depuis sa tablette, depuis son PC, relever ce recommandé électronique sans avoir besoin de se déplacer, sans avoir besoin d'aller en agence. Donc, en quelques minutes, il va pouvoir accéder à ce recommandé. Donc, sur des processus de recouvrement, ce sont des enjeux, là aussi, d'efficacité de financiers, finalement, qui sont aussi déclenchés, mais dans des processus de validité, de qualité de la communication, d'interactivité, vous allez pouvoir améliorer le cycle et la transmission de cette information dans des délais beaucoup plus courts. Ça reste incontestable, bien sûr, puisque, encore une fois, je vous le disais, la réglementation confirme un recommandé électronique aujourd'hui a la même valeur juridique qu'un recommandé papier. Et puis, il y a le dernier aspect qui n'est pas négligeable dans notre contexte actuel d'orientation RSE. Lorsqu'on fait un électronique, et même s'il existe des charges et une consommation de nos data centers, des traitements informatiques qui existent et qui n'est pas contestable, il en demeure pas moins que diffuser un recommandé électronique est beaucoup plus écologique. On divise par 3 ou 4 le coût de consommation carbone par rapport à une production, une impression et puis un facteur qui, même s'il est à vélo, se déplace, va déjà avoir un premier acheminement en train ou en avion pour aller remettre le recommandé dans le bon bureau de distribution. Donc il y a une économie significative en termes de consommation papier, consommation carbone sur ces sujets-là qui est très significative. Comment marche la solution? Tout simplement, encore une fois, à travers le schéma que je vous présentais tout à l'heure, l'idée, et je vous le présenterai en quelques instants tout à l'heure, c'est d'aller sur un portail mis à disposition par Tessie, sur une plateforme, et l'utilisateur, via différents outils de capture, fichiers imprimés, upload de documents, ou API de connexion, va nous transmettre les documents qu'il avait l'habitude de produire en mode postal. Excusez-moi, je viens de m'apercevoir que Alicia souhaite poser une question. Alicia, je peux peut-être vous laisser intervenir, ça me permet de respirer en plus. Merci beaucoup. Alors depuis, du coup, j'ai 2 autres questions supplémentaires. Je vais essayer d'être rapide. Allons-y. La première question, elle concerne la slide sur laquelle vous avez évoqué le courrier suivi. Donc, vous avez comparé en fait le courrier suivi avec le courrier simple que nous faisons actuellement, enfin pour certains. Petite question, étant donné que là, ce courrier passe par la voie électronique, est-ce que véritablement on a la même valeur juridique qu'un courrier simple, ou est-ce qu'on n'est pas déjà sur quelque chose qui aurait une valeur supplémentaire, à savoir un commencement de preuve? Oui, vous avez raison. On serait sur un commencement de preuve. Je le rapprochais, j'ai évoqué également les copies, vous avez tout à fait raison, mais je le rapprochais plus dans ma premier niveau de présentation à un courrier suivi de la Poste. C'est-à-dire pas un courrier recommandé, mais avec une piste de traçabilité. Vous remettez à un opérateur un courrier, vous ne lui présentez pas le contenu et il ne se porte pas garant du contenu de ce courrier, mais vous allez avoir une piste de traçabilité, savoir quand est-ce que ce document a été
pour la première fois mis à disposition et quand est-ce que le destinataire l'a téléchargé. On ne fera pas de l'horodatage à valeur qualifiée, c'est-à-dire qu'on n'apportera pas un jeton d'horodatage et un jeton d'intégrité sur le document, mais vous avez un début de preuve qui est plutôt proche juridiquement d'un courrier suivi de la poste plus que d'un écopli. Voilà, pour être très, très clair sur le sujet. D'accord. Sur le deuxième point, j'avais une petite question parce que du coup, vous évoquez le fait que c'est extrêmement simple. Voilà, on envoie le courrier recommandé électronique et potentiellement le destinataire, s'il est face à son ordinateur, a la faculté de le consulter immédiatement. Mais j'avais une petite question sur justement la relève par le destinataire. C'est que au préalable, il y a des formalités, comme vous l'indiquez. Il doit s'identifier, il doit notamment se montrer face à une caméra, etc. et autres. J'imagine que c'est quelque chose qui ne se fait qu'une fois et qu'après il a peut-être un code qui lui permet d'accéder plus rapidement, parce que je me dis que dans ce cas, enfin dans le cas contraire, ça peut peut-être justement être une contrainte supplémentaire. Enfin, nous, je sais que pour les personnes qui vont recevoir nos courriers, on a une population, on va dire majoritairement, qui est très jeune, qui va être autour de la trentaine, la quarantaine maximum, mais bon, il y a quand même une part importante qui est un peu plus âgée et qui peut être plus réfractaire ou peut-être moins à l'aise avec toutes les démarches qui seront requises pour pouvoir s'identifier. Donc si elle doit le faire plusieurs fois, ça peut peut-être être un frein côté destinataire, même si ce sont des professionnels, hein, pas des particuliers. Alors, vous avez tout à fait raison et en fait, on cible ce sujet, ça fait partie de la phase d'accompagnement au projet. Parce que ces problématiques, et vous avez raison, elles sont tout à fait existantes. Hein. Et on regarde en fait un des éléments principaux pour orienter, accompagner les destinataires, c'est la fréquence de réception de recommandés. En effet, si le destinataire reçoit un recommandé par an, on reste sur un mécanisme où on vérifie son identité une fois par an, pour des questions de légitimité et de pérennité des informations d'identification, déménagement, de changement d'adresse mail, d'évolution et de validité de la carte d'identité, donc des éléments d'identification. De plus, l'identité par défaut aujourd'hui en PV ne peut pas être garantie au-delà de 2 ans. Donc de toute façon, au bout de 2 ans, il faudrait rejouer cette identité. Donc si aujourd'hui vous n'adressez à des recommandés qu'à des personnes qui n'en reçoivent que 1 ou 2 par an, on reste sur des mécanismes. À chaque fois, on rejoue l'identité, la vérification, la webcam pour donner l'exemple. À l'inverse, pour des experts qui reçoivent plus de volume, plus fréquemment, plusieurs par an, plusieurs par jour, plusieurs par mois, on a d'autres technologies de mécanismes d'identification, ce qu'on appelle les MIE, qui sont disponibles sur la plateforme et qui vont permettre en fait au destinataire de rejouer son identité rapidement sans avoir besoin de re-rentrer dans le processus de présentation de sa pièce d'identité ou de la webcam à travers un code sécurisé, comme vous l'évoquez, ce qu'on appelle un TOTP, un mot de passe temporaire qui lui est envoyé sur un applicatif de type authenticator. On est également... Pardon. La fréquence de connexion d'1 an, enfin, c'est quelque chose qui est déterminé par vous de façon... Non, c'est une discussion. En fait, les moyens sont tous mis à disposition en permanence auprès des destinataires. Simplement, on oriente le destinataire à utiliser plutôt tel outil, plutôt tel autre, en fonction de son comportement. Il peut très bien commencer par le faire une fois, puis après, quand il voit qu'il a reçu 2 ou 3 fois des recommandés dans l'année, dire, OK, ben là, je voudrais un moyen pérenne et non pas rejouer mon identité, je vais rentrer dans un mécanisme où je télécharge l'application Authenticator et je vais rejouer les fois d'après simplement un code OTP et non plus avoir besoin... En fait, il va se créer une identité pérenne. Je ne sais pas si j'arrive à compléter mon propos. Si, je comprends. Mais du coup, petite question, parce que quand on envoie, moi personnellement, je connais du coup AR24, qui est donc une filiale de La Poste, et je sais que quand on reçoit avec un mail particulier un courrier, c'est automatiquement rattaché à ce compte. Donc, par rapport à ça, si par exemple nous on passe avec les recommandés Tessie, quelqu'un qui a déjà un compte AR24 et qui nous communique la même adresse va pouvoir relever son courrier par le biais de la solution Tessie, ou alors est-ce que ça va être rattaché à son adresse, par exemple, AR24? Alors, pas celle d'AR24, parce que pour une question de concurrence, j'aurais du mal à aller demander à mon concurrent direct de traiter le sujet, mais via TransConnect que vous avez ici, qui est le deuxième moyen, par exemple, qui permet de pérenniser son identité, on va pouvoir appeler son identité numérique de la Poste. Alors, je suis d'accord que chez AR24, vous avez l'impression de jouer votre identité et d'avoir une identité AR24. En fait, vous avez une identité numérique de la Poste. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Hein. Alors, et en fait, je la vois pas, en fait, vous avez créé une identité auprès du groupe La Poste. Et ça, par contre, c'est une identité qui est rejouable à travers le hub TransConnect, que vous connaissez peut-être,
Vous avez également sur le portail de la DGFiP ou le portail Amélie de la Sécurité sociale, dans lequel vous avez en fait confirmé votre identité sur ces services. Et typiquement, quand vous allez utiliser le mécanisme d'identification France Connect, on ne va pas vous demander de représenter votre pièce d'identité, vos éléments. En fait, on va simplement appeler ce service, présenter votre adresse email, et on va, dans cette interface France Connect, vous demander de jouer vos identifiants mots de passe habituels que vous jouez. Et ce prestataire DGFiP, Amélie, identité numérique de la Poste, va me confirmer que vous êtes bien la bonne personne. Donc, si vous avez déjà des identités pérennes sur des services de confiance liés à France Connect, c'est le cas d'identité numérique de la Poste, c'est le cas d'Amélie, etc. Vous pouvez jouer cette identité de manière pérenne. Sinon, vous pouvez l'obtenir à travers un PV de chez Tessip pour l'avoir ensuite de manière pérenne. Et une dernière petite question, je vais faire vite, navré pour l'ensemble des autres participants, je monopolise un peu la parole, c'est par rapport à la question de la consommation carbone. Vous évoquez le fait qu'elle est divisée, mais en fait, elle est pour indiquer qu'elle est divisée, vous la calculez comment? Vous la calculez uniquement sur la base d'une estimation entre le trajet depuis l'expéditeur au destinataire sur la voie postale par rapport à la voie numérique, ou vous prenez également en considération son archivage qui, avec l'utilisation de serveurs, je pense que ce sera pas neutre, avec parce que pour AR24 par exemple, je sais que c'est une conservation qui est sur 10 ans, voire qui peut être à vie, mais vous de votre côté, on a la même règle. On a la même règle, la même contrainte, puisque la règle de conservation 10 ans, c'est une obligation réglementaire contrôlée par l'ANSSI. Donc tous les opérateurs de lettres recommandées ont cette même obligation. Déjà, donc par défaut, on est sur le même niveau de service. C'est l'avantage d'avoir une solution qualifiée au niveau européen et par l'ANSSI, c'est que tous les prestataires sur ce sujet vont avoir les mêmes obligations et les mêmes contraintes. Archivage 10 ans des éléments de preuve, par exemple. Quant au calcul, je me suis gardé de donner un ratio. J'ai dit que c'est divisé, j'ai pas dit par combien. Parce qu'en fait, je pense qu'il n'y aurait pas de moyen entre un recommandé envoyé par le plus gros assureur français vers un particulier, puis un recommandé envoyé par le plus gros assureur français à des professionnels où il en envoie 10 000, le coût de calcul de l'empreinte carbone sur ces courriers est totalement différent. Et alors, si en plus on change les expéditeurs, je pense qu'il n'y a pas d'élément pour mesurer aujourd'hui la réalité du coût carbone d'un courrier recommandé. D'accord, parce que pour nous, c'est quelque chose qu'on prend en considération, mais du coup, on a besoin de connaître le calcul. J'ai pas réussi. Et là, dans les faits, j'ai pas trouvé d'études permettant aujourd'hui de le valoriser sur le postal. Du coup, en réalité, on sait que voilà, il y a un gain de temps, il y a un gain d'argent, mais par contre, on n'a pas de possibilité en réalité de s'assurer qu'il y a une véritable économie en termes d'impact carbone. Non, il y a une évidence, mais il n'y a pas, aujourd'hui, je suis incapable de vous montrer une étude chiffrée qui démontrerait cette efficience. Pour autant, pour revenir sur les éléments, enlevant des éléments de distribution physique, enlevant de la consommation de papier, et ayant à l'inverse, à l'équivalence, un processus papier. Dans le processus électronique, vous auriez aussi eu besoin d'archiver les éléments de preuve, même sur un recommandé papier. Les plus gros émetteurs. Oui, bien sûr. Je sais que j'ai une stabilité, je ne reste que les éléments consommables. Donc, par contre, vous donnez les proportions et les chiffres de ces éléments. Je suis aujourd'hui incapable de le faire. Il faudrait le faire sur les 170 millions de recommandés distribués par la Poste chaque année et le comparer à une évolution aujourd'hui qui est de l'ordre de 15 à 20% de l'augmentation de ces chiffres sur les recommandés électroniques. Je suis incapable d'avoir un élément assez précis sur ça. Mais du coup, je pense que c'est un point qu'il faudrait éviter de mettre en avant parce qu'on nous parle beaucoup justement de la diminution de l'impact carbone avec les solutions dématérialisées, mais en réalité, moi, je pense que autant c'est un gain de temps, d'énergie, tout ce que vous indiquez, mais je pense qu'au niveau de la consommation carbone, on est bien au contraire sur quelque chose de beaucoup plus consommateur. Mais voilà, c'est... D'accord. Je ne vois pas comment, mais ok, j'en trouve Parce qu'on va démultiplier les modes de conservation, c'est conservé à la fois sur le compte, j'imagine, du destinataire, mais aussi sur le compte de l'expéditeur. Alors, nous avons évité ces cas-là. Ce qu'on voit aussi, je me permets juste de finir ma phrase, et ce qu'on voit aussi, c'est que en général, du coup, comme on a dans l'idée que les envois dématérialisés sont entre guillemets moins coûteux en termes carbone que les envois papier, c'est notamment ce qui fait qu'on voit une recrudescence notable des envois par mail parce que les gens se rendent moins compte de l'impact carbone qu'a un mail parce qu'ils ont l'impression que tant qu'ils ne les impriment pas, ça reste très safe, alors qu'en réalité, on cumule beaucoup plus de mails, on envoie beaucoup plus de mails pour rien et au final, on obtient l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en voulant être beaucoup plus vertueux, en réalité, on devient beaucoup plus émetteur.
Ok. Alors, je comprends vos propos. À l'inverse, sur le dernier argument que vous présentez, et je m'arrêterai, on pourrait rentrer dans un sujet sur le RSE, et d'ailleurs, on a des experts chez Tessie qui nous accompagnent, en fait, sur notre empreinte numérique et le numérique responsable dans la mise en place de nos solutions. Donc, c'est un vrai sujet très intéressant qu'on prend à cœur. Pour autant, sur le dernier argument que vous évoquez, sur la démultiplication des emails, qui du coup génère une augmentation de l'empreinte carbone, c'est pas le cas sur la LRE, parce qu'en fait, il y a un coût. C'est-à-dire que les expéditeurs vont pas se mettre à dire, ah, ça a moins d'empreinte numérique, donc je vais faire 2 fois plus de recommandés électroniques. Donc, c'est pas l'existence d'un coût permet quand même de rester sur des ratios de volumétrie qui sont cohérents. Pour répondre au dernier argument, après, j'entends les autres sur le fait de la démultiplication des archives. On a construit nativement notre solution pour éviter la démultiplication des archives dans différents coffres ou espaces de stockage. On ne conserve l'élément qu'une fois dans un archive de preuve optimisé, zippé, compressé, et on ne l'archive pas sur un portail émetteur, portail destinataire, démultiplié à droite, à gauche en DGED. Quand il était fait en postal, il était de la même manière, conservé à la fois côté émetteur, et puis au moment de la gestion des retours, vous aviez les mêmes mécanismes. Donc aujourd'hui, sur les clients sur lesquels on a fait cette analyse, il y a une économie, principalement liée à la disparition du traitement physique. Voilà, j'ai essayé de répondre rapidement, mais je me tiens à votre disposition parce que c'est un sujet sur lequel on s'intéresse, encore une fois, chez Tessie, tout particulièrement à apporter des réponses. Et je pense qu'il y a encore du travail pendant de nombreuses années sur ces sujets de numérique responsable. Oui, tout à fait. En tout cas, merci, ça répond tout à fait à mes questions. Je continue du coup dans ma démonstration, puisque finalement le temps passe rapidement. Donc je le présentais tout à l'heure, à ce niveau-là, une solution permettant la capture des flux documentaires, multi-sources, multi-activités, qu'on soit sur un document RH, des mises en demeure, des courriers recouvrement, des courriers unitaires, différentes solutions. Tous ces documents sont chargés dans notre plateforme et nous y apportons un premier niveau d'identification émetteur à travers des mécanismes de signature, différentes technologies, des transferts sécurisés, de la signature par cachet que nous proposons et sur lesquels nous accompagnons nos clients dans la mise en place de ces outils, qui sont transparents pour l'utilisateur final. Je différencie le client de l'utilisateur. Lui, il a transféré, lancé l'envoi du courrier. C'est la plateforme qui va automatiser la position de marque de signature, d'informations sur les documents de manière totalement automatisée par des mécanismes de confiance. Et puis un deuxième scellement par un cachet Tessie en tant qu'opérateur. C'est un peu, pour faire le parallèle là aussi, un peu la même chose que dans le monde postal, c'est quand vous avez signé votre courrier que vous voulez envoyer, quand vous l'avez mis dans l'enveloppe et que vous vous présentez à la poste, ça pose un deuxième cachet, d'ailleurs, cachet de la poste faisant foi, sur le document pour le prendre en considération. Ce deuxième scellement, il apporte en fait ces notions de garantie que Tessie, en tant que tiers de confiance, a pris en charge ce courrier à telle date, donc une notion d'eurodatage, et puis une notion d'intégrité où on scelle, on ferme le document, on considère que c'est ce document-là qui nous a été confié pour production. Et si besoin, évidemment, on pourra revenir à cette empreinte d'intégrité, ce hachage de documents, juridiquement pour démontrer que c'est bien ce que l'émetteur voulait envoyer. On va notifier le destinataire. La plateforme va envoyer un email vers l'adresse email que vous nous aurez communiquée pour les destinataires ayant donné leur consentement ou pour les adresses email professionnelles. Et puis, en effet, ce destinataire va pouvoir se connecter ou pas. On va revenir sur les cas de rejet tout à l'heure. Bien sûr, dans le mode optimal, il va pouvoir cliquer, recevoir un mot de passe, changer son mot de passe, accepter les conditions générales d'utilisation de notre plateforme et puis rentrer dans un processus de vérification initiale ou vérification unitaire d'identité. Différentes technologies, je les ai présentées sur le slide suivant, mais on y reviendra. Le PVID pour des envois unitaires, France Connect plus pour des identités plus pérennes, des certificats RGS, voire des codes OTP. Dans le cas des envois article 43, en effet, le code OTP est suffisant et permet de faire une vérification d'identité. Ces déclinaisons d'outils disponibles en permanence pour le destinataire va lui permettre de faire le choix des meilleurs moyens d'identification en fonction de la fréquence à laquelle il reçoit des recommandés, à la fonction de ses usages, de ses habitudes ou même des technologies qu'il a à sa disposition. Beaucoup d'entreprises ont déjà nativement des certificats RGS pour des procédures de déclaration URSSAF, de procédures de secrétariat, de marché public, et donc vont pouvoir utiliser ces certificats pour relever la lettre recommandée électronique qui leur est adressée. Il valide, il s'authentifie, il présente ses moyens, et évidemment, si ça match, il va pouvoir prendre une décision formelle d'acceptation du recommandé ou de refus. Même le refus passe par la vérification préalable d'identité. Et en effet, si le destinataire acte l'acceptation de ce courrier, il va en fait pouvoir télécharger rapidement le document PDF qui lui avait été envoyé avec les signatures et toute cette piste de traçabilité. Au moment où l'utilisateur clique sur accepter et télécharger le document, on génère un eurodatage.
Et l'ensemble de ces éléments de preuve, donc liste d'identification, traçabilité, horodatage, sont déversés dans une enveloppe de preuves qui évidemment est mise à votre disposition émetteur pour que vous puissiez la reconsulter pendant 10 ans, sujet que nous avons évoqué il y a quelques instants. L'ensemble de ces éléments sont déversés dans un archivage à valeur probatoire pendant 10 ans. Je reviens juste sur les cas de rejet, parce que vous pouvez nous confier des envois de recommandés électroniques vers n'importe quel type d'adresse email. Vous avez la charge de recueillir le consentement préalable du particulier, mais on peut imaginer que le destinataire va changer de boîte mail, qu'elle ne marche plus, qu'elle ne marche plus de manière temporaire ou permanente. On va avoir des messages retour de sa messagerie qui vont nous indiquer que sa boîte est pleine. Et on va pouvoir rejouer des rejeux qu'on appelle les stop bounce. Dans le cas de boîtes pleines, de boîtes indisponibles temporairement, de personnes en congé, on va pouvoir mettre en place des mécanismes de relance au bout de 3, 5, 10 jours. Dans les cas des hard bounce, adresse email définitivement KO, on va évidemment vous remonter l'information en vous indiquant qu'on ne peut pas distribuer la lettre recommandée électronique vers cette boîte mail. Et puis éventuellement vous proposer une reprise postale automatisée, sans que vous ayez besoin d'agir ou d'intervenir. Si on vous envoie une lettre recommandée électronique le vendredi soir à 18h et puis qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas distribuer, on ne va pas attendre une décision d'un utilisateur le lundi ou le mardi suivant pour vous dire oui, désolé, on n'a pas pu l'envoyer. Donc on automatise, on reprend en filière postale et le lundi matin, on dépose à la poste le recommandé que vous nous aviez confié pour qu'il soit malgré tout distribué. On a le même type de comportement d'automatisation possible dans le cas où le destinataire finalement refuse d'utiliser nos conditions générales d'utilisation ou dans le cas où finalement le destinataire ne vient pas chercher ce recommandé après un délai de 15 jours, puisque le délai est maintenu. Le destinataire a toujours une possibilité de prendre sa décision de relève du recommandé, comme à la poste. Après avis de passage, le recommandé est disponible pendant 15 jours. Mais là aussi, si vous nous le demandez, au bout de l'échéance, on peut mécaniquement automatiser la reprise en filière postale. Encore une fois, tous ces éléments, tous ces suivis sont remontés dans notre plateforme, comme on l'aurait fait pour un recommandé postal, puisque c'est ce que nous faisions en équivalence avec le recommandé postal. Un client nous confiait du recommandé, on le traçait, on le suivait, on laissait la poste faire la distribution du recommandé, et puis on remontait tous ces éléments de traçabilité dans sa propre plateforme, dans son service, pour qu'il ait la connaissance de la distribution des recommandés. Je vois que le temps passe vite, mais je me permets du coup d'enchaîner. Les moyens d'identité que l'on met à disposition des destinataires, vous les voyez ici. Identité vidéo par preuve de vie. Donc c'est un mécanisme où nous déclenchons la webcam du poste de travail, du téléphone portable, du PC. L'utilisateur présente sa carte d'identité. Puis ensuite, pendant 5 secondes, doit bouger devant la webcam pour vérifier cette identité du destinataire. Et puis évidemment, il y a un mécanisme de contrôle biométrique qui vérifie, qui croise l'information entre le visage et la pièce d'identité. C'est également recontrôlé par un humain. Ce sont les exigences du PVID, sachez-le. Pour avoir ce niveau de confiance, il y a un double contrôle technologique plus contrôle et validation par un humain, mais qui se fait en quelques secondes, qui reconfirme que les informations sont bien valides. Et juste après ce contrôle, les informations sont détruites. Donc nous obtenons une confirmation que l'identité a été confirmée par un prestataire qualifié, audité régulièrement par l'ANSSI sur ce sujet PVID avec des normes de contrôle exigeantes sur la biométrie, et à la fois la garantie du fait que ces informations biométriques ne sont pas conservées pour garantir la confidentialité et la sécurité de ces données. Mécanisme France Connect, je les évoquais avec vous il y a quelques instants, possibilité de bénéficier des identités déjà disponibles dans d'autres services tiers de nos grandes institutions françaises, possibilité d'utiliser également des certificats personnels. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes disposent déjà dans leurs activités quotidiennes de certificats, et si vous avez déjà cet outil, c'est finalement une pièce d'identité numérique déjà matérialisée, et bien sûr notre plateforme accepte de présenter ce moyen d'identification à la place des 2 précédents que je viens de vous présenter. Et enfin, pour le cas des envois de recommandés article 43, on peut se satisfaire d'un moyen moins exigeant, moins complexe, qui est l'envoi d'un code SMS sur téléphone portable, un peu comme quand vous faites des achats en ligne pour valider vos virements, vos paiements en ligne. Mais on s'assure en fait un double facteur d'identité. Identité derrière la boîte mail, identité derrière un téléphone portable avec une ligne téléphonique attribuée, ce qui nous permet de dire, OK, j'ai quand même un début de confiance forte sur l'identité à travers un double facteur d'identité de ce destinataire-là. C'est bien lui qui a relevé ou accepté de recevoir un recommandé électronique. Le portail de recueil de consentement, j'en ai parlé rapidement, c'est la capacité de vous accompagner sur des prestations préalables à la mise en place de ce sujet, avec du conseil, de l'expertise, de la segmentation. Évidemment, le comportement ne doit pas être le même, on l'a évoqué il y a quelques instants dans le cas des questions-réponses.
On n'est évidemment communique pas de la même manière qu'on s'adresse à des particuliers pour du contentieux, à des copropriétaires qui ont l'habitude de recevoir des convocations assemblée générale électronique. Et donc, le recueil de ce consentement préalable, il doit être fait de manière différenciée. Je précise également que depuis le mois de février 2024, là aussi, le législateur a encore allégé les mécanismes puisqu'il a permis, dans le domaine de l'immobilier spécifiquement, de retirer ce consentement préalable du copropriétaire. Donc aujourd'hui, tous les administrateurs biens, les acteurs du monde de l'immobilier peuvent envoyer des convocations assemblée générale électronique vers les particuliers sans avoir préalablement obtenu ce consentement sur la simple détenance de l'adresse email du destinataire. Chaîne de confiance souveraine, vous l'avez compris, Tessie a agrégé en fait ses savoir-faire historiques de traitement de production postale, des enjeux métiers de nos clients dans notre solution, portée par notre solution Tessie Document Service, qui est l'opérateur de lettres recommandées électroniques qualifiées auprès de l'ANSSI, où nous avons intégré nos savoir-faire en archivage à valeur probatoire, génération de certificats, hébergement souverain en France de la totalité de la chaîne, et notre éditeur interne, dont les équipes travaillent en permanence à l'évolution, à l'amélioration de ce service ici. Notre service, il est qualifié par cycle de 2 ans. La dernière attribution avait été faite le 16 décembre 2022 pour valider pour 2 ans, donc jusqu'au mois de décembre 2024, et nous sommes déjà en procédure de dépôt de dossier auprès de l'ANSSI pour notre renouvellement cet automne, que nous avons déjà joué 3 fois, donc on commence à rentrer dans le processus un peu habituel de renouvellement, même si bien sûr il faut suivre les évolutions technologiques et réglementaires sur les différents sujets. Une plateforme derrière qui est à la chaîne, et ce que je vous propose, pour vous présenter très rapidement le processus, et peut-être que je vous l'enverrai, ce sera peut-être autant aussi simple, plutôt que de jouer les 3 minutes de démonstration de la réception d'un recommandé électronique sur la plateforme Tessie, que vous retrouverez dans notre présentation. Je vous propose éventuellement de commencer à répondre à vos questions-réponses pendant les 8-10 minutes qui nous restent. Je laisse dérouler la démonstration et les interfaces de la plateforme pendant ce temps. Y a-t-il d'autres questions, d'autres points d'attention? Typiquement, dans la démonstration, vous le voyez, on permet à un destinataire ici, tout simplement de jouer son identité. Donc là, on est vraiment dans la position du destinataire qui vient, qui se présente sur la plateforme Tessie, qui dit « Ok, moi je n'ai aucun des moyens d'identification proposés, ni certificat, ni identité France Connect. Donc vous allez me faire ma vérification à l'instant T. » Du coup, il reçoit en effet un lien qui va lui permettre de faire cette identité depuis, par exemple, ici son téléphone portable, donc en lien interactif, sans aucune installation d'aucune application sur le poste. Il va tout simplement pouvoir valider la transmission d'une pièce d'identité à travers sa webcam, sa caméra de téléphone portable en l'occurrence, puisque c'est sur mon téléphone. Il choisit s'il est en France et quel type de pièce il va présenter. Il va pouvoir tout simplement valider qu'il est prêt à transmettre cet élément. On lui présente qu'il faut afficher la pièce d'identité dans un premier temps en mode horizontal, vertical, etc. Il va pouvoir bouger. Voilà, il va présenter sa pièce. Alors, on l'a un peu grisé, évidemment, vous avez bien compris qu'il y a ma pièce d'identité derrière, donc je vais essayer d'être discret et de garder mon identité. Voilà, la deuxième, on la bouge dans l'autre sens. Un processus qui prend quelques secondes. À partir du moment où il y a de la luminosité, la capture se fait dans des conditions très, très acceptables et très rapides. On extrait spécifiquement la photo du visage, puisqu'évidemment les actions de biométrie vont être réalisées principalement sur cet élément de visage. Ensuite, même s'il y a des informations dans la pièce d'identité qui nous intéressent. On fait le recto, on fait le verso. Bien sûr, il y a des informations intéressantes au verso de la pièce qui nous permettent de contrôler l'identité et la validité de cette pièce. Et puis ensuite, on va bouger devant la webcam à travers un mécanisme de quelques secondes. Et vous êtes réellement là sur le timing complet du processus de vérification d'identité. Donc, vous me voyez bouger devant la webcam. J'accepte cette lettre recommandée. Voilà, pas de phrase particulière à décliner, simplement un mouvement de visage droite-gauche. Voilà, on demande de bouger, m'assurer que c'est pas une photo qui a été prise, voilà. Donc en fait, le point de contrôle s'assure qu'il y a bien un effet 3D globalement à la capture du visage.
il check, il contrôle la cohérence entre la capture de la photo d'identité sur la pièce et du visage qui lui est présenté. Si ces éléments conforment, alors tout simplement on lui donne l'accord pour recevoir son recommandé électronique. Ça peut être décorrélé, ça peut prendre quelques secondes, puisque je vous le disais, il y a un deuxième contrôle humain qui est réalisé, et en fait vous recevez un mail en vous disant c'est bon, maintenant qu'on a double contrôlé votre identité, vous allez pouvoir recevoir la lettre recommandée électronique. Je m'arrête là pour la démonstration live. Et je finirai juste dans les 5 minutes qui restent, encore une fois, à moins que vous ayez des questions. Non, aucune. Par un petit retour d'expérience sur quelques clients qui nous ont confié la gestion de leurs envois dans 2 domaines d'activité principaux aujourd'hui, l'immobilier et l'assurance. Nos clients avaient besoin de produire et de diffuser des recommandés, soit vers des professionnels, soit vers des particuliers, avaient des volumes non négligeables, mais même chez cet assureur français que je ne citerai pas, il y avait plus de 500 000 recommandés par an. Pour vous donner une idée, l'affranchissement à 6 € le recommandé représentait 3 millions d'euros d'affranchissement par an malgré tout. Avec la mise en place de cette solution de lettres recommandées électroniques, nous lui avons permis de déclencher plus de 1,6 million d'économies sur son envoi de courrier à travers de l'automatisation, de la distribution électronique. Qui plus est, il s'adressait principalement à des professionnels, donc un usage récurrent et régulier, donc un accompagnement que Tessie a pris en charge pour accompagner les destinataires qui reçoivent des dizaines de recommandés électroniques de ce grand assureur français. Et nous avons pu obtenir jusqu'à 85% d'ouverture des recommandés électroniques que cet assureur envoie. Voilà, des économies très significatives par rapport à un processus postal existant. Dans le domaine de l'immobilier, on est principalement sur des sujets de convocation assemblée générale. Plus de 1,4 million de convocations assemblée générale électroniques envoyées chaque année et pour lequel nous avons pu accompagner le client jusqu'à 2 millions d'euros d'économies sur les envois de ces courriers. Sur ce sujet spécifiquement, avec un temps de mise en œuvre qui a été de je dirais pas quelques semaines, mais on était inférieur à 6 mois. C'est avec la mise en place de cette solution, finalement, pour aller chercher 30% de son volume assez rapidement, et je ne parle que des 30% des 1,4 million, donc sur à peu près 400-500 000 recommandés par an, c'est fait en moins de 6 mois. Et en capacité d'accompagner les clients assez rapidement sur des cycles de ROI pour aller chercher des taux de transformation intéressants. Et là, on est vraiment sur 30% de destinataires toute nature. J'ai envie de dire, dans l'immobilier, on a l'avantage d'avoir à la fois des publics sociaux, du public de cadres urbains, de personnes provinciales, de tout usage et avec des niveaux d'équipement et d'approche de curiosité technologique qui sont assez divers et variés. Voilà pour les éléments de présentation, quelques-unes de nos références que je n'ai pas dimensionnées, pas chiffrées, mais voilà, nous accompagnons ces clients-là dans ces métiers depuis des années sur des sujets secteur public, secteur privé, envoi vers des professionnels ou des particuliers. Il ne me reste plus qu'à vous proposer de faire l'étude pour vous, finalement. Et si vous êtes en capacité de me présenter le contexte d'activité, les volumes que vous avez en termes de recommandés électroniques, je peux vous accompagner très rapidement dans une analyse ROI, mais pas uniquement ROI, efficacité, garantie, sécurisation de vos process sur ces sujets-là, en resimulant et en adaptant notre grille de lecture et d'optimisation à votre contexte d'envoi de courrier. J'arrive au bout de cette séance de présentation.